Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Mickaël Moreau, qui est journaliste et auteur de Les Plumes du Pouvoir. C'est aux éditions Plomb. Et en fait, Mickaël Moreau, c'est un livre que je conseille à tous les auditeurs de Sud Radio, parce que c'est un livre qui fait une histoire de France, en fait, une histoire de la Ve République, à travers un miroir, non pas grossissant, mais un miroir qui réfléchit, comme disait Cocteau, parce que ce sont ceux et celles qui écrivent, réécrivent, travaillent, se font houspiller, se font engueuler par tous les présidents de la République qu'on a eu depuis 1958 et qui écrivent effectivement les discours, les allocutions et qui ont vraiment un rôle extrêmement important parce que vous savez très bien l'importance du discours dans l'histoire de France en général et dans l'histoire de la Ve République en particulier. Et c'est vrai parce que Mickaël Moreau nous montre ces hommes et ces femmes de l'ombre. Parce que effectivement, on les connaît, certains, mais on ne sait pas. La plupart du temps, et moi j'ai vraiment, pourtant je connais un peu le monde politique, j'ai appris beaucoup de choses de ce point de vue-là, avec les gens qui sont là et pourquoi. Alors, Mickaël Moreau, au fond, il n'y a pas eu un président qui n'a pas eu de plume. Exactement. Alors déjà bonjour, mais finalement même le général de Gaulle, il avait on lui fournissait des trames, les conseillers lui fournissaient des trames, il partait pas de rien. Après, à l'époque du général de Gaulle, il y avait beaucoup plus de temps pour le président de la République, des temps de travail. Il travaillait souvent le matin. Mais c'est lui qui écrivait. Et en fait, il partait souvent avec des trames, des premiers jets le week-end à Colombey, et il revenait, mais tout était raturé, tout était entièrement réécrit. Les archives d'ailleurs existent aux archives nationales. On voit, c'est des manuscrits de Flaubert, c'est raturé de partout, très difficilement déchiffrable. Mais du coup, il avait plus de temps pour écrire, et il y avait aussi moins de discours à cette époque. C'est vrai, vous comparez les discours des présidents successifs. Exactement. C'est De Gaulle qui en a eu le moins, faut dire. De Gaulle, 67 par an en moyenne, c'est le moins. On voit au fur et à mesure que la cinquième avance, on voit de plus en plus de discours, jusqu'à plus de 200 par an, parfois sous François Hollande, et des discours aussi de plus en plus longs, là où De Gaulle faisait des discours très courts, qu'il apprenait par cœur d'ailleurs, et qui donnaient souvent un cap, une vision un peu générale, là où aujourd'hui les discours sont de plus en plus précis. Et qui pose sur des segments, sur des domaines, lui c'était plus général. Exactement. Mais alors, dans votre livre, vous avez vraiment, c'est bourré d'anecdotes, je le dis, et passionnant. Il y en a une que j'adore. Il dit que le général de Gaulle, justement, pour préparer un déplacement, un chargé de mission a ainsi rédigé une note. Au cours de ce voyage, le général court le risque d'être soumis à des interrogations sur retour sec du président de la République. Sachez que le général de Gaulle ne court jamais de risque et ne se soumet pas à des interrogations. On sent tellement de Gaulle qui lui dit mais prenez pour qui, quoi. C'est formidable. Exactement. Il y avait aussi des échanges assez savoureux, parfois entre les conseillers de François Mitterrand et François Mitterrand, qui refusait certains mots. Il n'aimait pas, par exemple, le mot défi, donc il rayait un peu rageusement. Il pouvait rendre la copie de façon sèche. Il y a des présidents, en fait, il y a des présidents qui font plus attention, en fait, aux mots employés que d'autres, qui écrivent plus que d'autres. Ça aussi, c'est ce qui m'a intéressé dans ce travail. Alors, Mickaël Moreau, est-ce que ce sont les littéraires qui font plus attention aux mots que les autres? Alors, oui. C'est-à-dire que, par exemple, François Mitterrand faisait très attention aux mots. Il y a des présidents qui écrivent plus que d'autres. Emmanuel Macron écrit beaucoup, même s'il a évidemment des plumes, notamment des plumes officielles. Il y a des présidents aussi, il y a de plus en plus de discours. Il y a tellement de discours qu'il y a des présidents aussi qui aimeraient tout écrire, mais qui n'ont pas le temps. Donc, par exemple, François Hollande aurait aimé tout écrire lui-même, mais il ne pouvait pas. Donc, du coup, il n'était jamais satisfait sur les discours. Il demandait sans cesse de réécrire à ses conseillers. Et il mettait plusieurs personnes en compétition. Il pouvait mettre plusieurs personnes en compétition, sans forcément que les plumes le sachent, d'ailleurs. Oui, ça c'est très intéressant. Et justement, vous en parlez, et on va parler juste après les informations, on va continuer avec ce livre passionnant. Juste un mot, rappelons-nous, c'est vrai, vous parlez des mots, je me rappellerai toujours ce discours de Pompidou à la télévision, un certain jour de novembre 70, le général de Gaulle est mort, la France est veuve. Voilà quelqu'un c'était un vrai littéraire, Pompidou. On en reparle juste après les informations. Voilà, on continue la conversation avec Mickaël Moreau. Je rappelle son livre, Les Plumes du Pouvoir, aux éditions Plomb. Et puis, je vous rappelle à vous aussi que vous pouvez prendre la parole à partir de 13h15. Un seul numéro, 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et oui, parce je vous propose un livre gastronomique, un excellent livre gastronomique sur une certaine cuisine très particulière, la cuisine du pouvoir, c'est-à-dire ceux qui préparent les plats par lesquels les hommes politiques de premier plan, c'est-à-dire les présidents de la République, vont briller dans leur discours. Alors, Mickaël Moreau, qu'est-ce qui a changé? Parce que vous avez retracé, c'est bourré encore une fois d'anecdotes et d'histoires sur les gens et les hommes et les femmes qui effectivement fébrilement préparent le plat de résistance et le discours. Qu'est-ce qui aurait changé, disons, fondamentalement entre les discours du temps de De Gaulle et les discours du temps de Macron? Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, on en parlait tout à l'heure, le nombre, ce qui veut dire qu'il y a des discours qu'on fait aujourd'hui qu'on n'aurait pas fait avant. Un discours d'hommage à Johnny devant la Madeleine, ça aurait été inimaginable avant. Il y a beaucoup plus de discours de commémoration et de discours d'hommage, même pour les présidents de la République, qu'auparavant. Lors des décès de Cocteau ou Piaf, il n'y avait pas eu de discours de l'exécutif. Alors que maintenant, Johnny ou un chanteur, ça y est, ça fait... Ouais. Exactement. J'avais regardé aussi, même en 76, quand meurt Malraux, il n'y a pas de discours du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui est là à l'hommage au Louvre, mais c'est Raymond Barre qui est Premier ministre, qui fait le discours, et ça a même failli... il avait même été imaginé au départ que ce soit Françoise Giroud et même pas le Premier ministre. Aujourd'hui, ce serait impensable. Donc il y a de plus en plus de discours sur des sujets qui n'étaient pas traités auparavant. Des discours aussi, on en parlait aussi tout à l'heure, de plus en plus précis. Par exemple, j'avais regardé les discours sur la jeunesse des différents présidents de la République, et au fur et à mesure qu'on s'approche d'aujourd'hui, ils étaient de plus en plus précis avec des mesures, des mesures annoncées. Le fait qu'il y ait de plus en plus de discours, ça veut dire aussi qu'il y a de plus en plus de besoin de gens pour les écrire, pour y participer. Donc parfois, l'Élysée ou Matignon, beaucoup Matignon, ça peut s'apparenter parfois à une usine à fabrication de discours, parce qu'il y a les discours visibles, mais il y a aussi tous les discours qui sont moins visibles, les discours d'hommage, de remise de médailles, de décoration. C'est extrêmement chronophage pour toutes les plumes. Ça devient un métier très difficile. Et donc il y a des gens qui sont, disons, bien sûr, payés à temps plein, qui passent leur temps à ça. Hein. C'est une fonction. C'est une fonction officielle. Il y a des plumes officielles, même s'il y a d'autres personnalités parfois extérieures qui participent aussi, mais que ce soit à l'Élysée, que ce soit dans chacun des ministères, que ce soit à Matignon. Ces plumes sont aussi d'ailleurs de plus en plus visibles, avec une rupture qui est la rupture Sarkozy, où Henri Guénaud, on savait qui c'était. Il se montrait dans les meetings. C'est le premier dont on sait qu'il est la plume officielle de la présidente de la République. C'est le premier qui s'est montré. C'est-à-dire que... Parce qu'il y avait Éric Orsena, Régis Debray chez Mitterrand, ils se montraient on le savait. On le savait. Même Christine Albanel, on savait qu'elle écrivait les discours de Jacques Chirac. Mais par exemple, au discours du Veldiv en 1995, elle n'y va pas. Elle considère que ça n'est pas à l'époque son rôle de s'y déplacer. Ouais. Et alors, justement, il y a quand même quelque chose que vous dites à un moment donné qui m'a beaucoup frappé. Est-ce que ce n'est pas le fond de la chose? Et je voudrais vous entendre là-dessus. Vous dites aujourd'hui, en tout cas pas aujourd'hui, mais déjà, le président ne veut plus parler à la France, mais aux Français. Avec une rupture qui est celle de Valéry Giscard d'Estaing. C'est Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, c'est notamment ce que dit aussi... à la base, c'est Bernard Cazeneuve qui remarquait cela. Et effectivement, Valéry Giscard d'Estaing, il y a deux choses en termes de rupture. Il y a la séduction. Il essaye de parler effectivement aux Français. Et puis il y a aussi l'arrivée un peu de la technicité dans un discours un peu plus technique, avec parfois beaucoup de chiffres, parfois même la performance, c'est-à-dire avant même qu'il soit président de la République, quand il était ministre de l'économie, en 64, il fait un discours à l'Assemblée qui dure 3 heures, bourré de chiffres, sans aucune note, et ce qu'il recherche avant tout... Sans feuille, sans rien devant lui. Et ce qu'il recherche avant tout, c'est la performance. Bien sûr. Oui, c'est très intéressant, mais cette histoire de la France aux Français, c'est vrai que De Gaulle, et même Pompidou, parlaient avec style une certaine idée de la France. Ils s'adressent à la France. Et là, est-ce que ça n'a pas amené quand même, parce qu'on le voit de plus en plus, c'est pas seulement Macron, même Hollande, même Sarkozy, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu un glissement, qui n'est pas, c'est pas un mot péjoratif, vers une segmentation? Je parle à X, à Y, à telle fraction de population, à telle fraction, vous savez, discours que je veux faire sur le séparatisme, et puis le discours sur l'Europe, et
puis etc. Est-ce qu'il n'y a pas une segmentation là? C'est lié aussi au fait que le président de la République parle dans ses discours de plus en plus de sujets, épuise de plus en plus de sujets. C'est lié aussi à la présidentialisation encore accrue du pouvoir, notamment depuis le quinquennat, avec par exemple, un Nicolas Sarkozy parlait d'énormément de sujets. Il y a même une autre forme de rupture avec lui, c'est-à-dire qu'il fait énormément de déplacements. Il veut à chaque déplacement un discours et il veut aussi à chaque discours une annonce. Donc il faut parfois trouver des annonces même pour le discours. Une annonce par discours, quoi. C'est ça. Voilà. Et ça veut dire que du coup, le président de la République, contrairement à avant, prend en charge des discours qui auparavant relevaient plus d'un ministre ou du chef du gouvernement. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a effectivement donc un surcroît de travail de ce point de vue-là pour les plumes du pouvoir. Exactement, une présidentialisation encore accrue. C'est ça. Et alors, est-ce qu'il y a aussi, parce que c'est aussi la cour, hein, quelque part, hein, on est en monarchie, il faut bien dire, monarchie républicaine, mais monarchie quand même. Est-ce que les phénomènes de cour jouent aussi pour les plumes du pouvoir ? Alors, il y a des jeux d'influence autour de chaque discours, d'autant plus qu'un discours intervient à un moment finalement un peu crucial, puisque c'est le moment où on fiche sur le papier une décision. Donc, il y a des luttes d'influence. Mais il y a aussi donc il y a des jeux d'influence aussi sur qui va écrire le discours, qui va y participer, qui va remettre sa main dessus. Ce qui fait que c'est vraiment très difficile d'être plume parfois parce qu'il faut être corrigé par le conseiller technique qui a son mot à dire sur le sujet qu'il suit. Il y a des séances de relecture parfois épiques du coup autour du président. Des heures, vous en parlez quelquefois dans la nuit à 2h du matin, 3h du matin. Ça peut jusqu'au dernier moment avec des présidents aussi qui ont des spécificités. Par exemple, Jacques Chirac faisait des réunions le dimanche parce qu'en général il s'ennuyait le dimanche. Il convoquait ses conseillers à l'Élysée, au fameux salon vert de l'Élysée, qui est le bureau qui jouxte le bureau présidentiel. Oui, c'est Attali au temps de Mitterrand. C'est celui-là même. Et ces réunions duraient des heures. Il lisait à voix haute son texte, ce qui était très pénible pour la plume, en général, Christine Albanel, puisque chacun mettait son grain de sel sur le point-virgule, sur l'adjectif. En général, Dominique de Villepin qui était secrétaire général, aimait beaucoup donner son avis, ce qui agaçait passablement Christine Albanel. C'était des séances de relecture assez épiques. Donc ils sacrifiaient leur dimanche. Ils avaient tout leur dimanche. Sous Jacques Chirac, oui. C'est le seul qui a fonctionné vraiment comme ça. Là où il y a des présidents qui ont plus une relation finalement one-to-one entre guillemets avec sa plume. Est-ce que vous avez des exemples d'engueulades ? Alors, des engueulades, il y en a eu, y compris par exemple sous Nicolas Sarkozy, puisque Nicolas Sarkozy avait une spécificité dans ses discours, c'est qu'il aimait cliver. C'est-à-dire qu'il y a des discours qui ont marqué, qui ont clivé, mais parfois c'était volontaire. C'est ce que disent toutes les personnalités de son entourage que j'ai pu rencontrer. Et donc c'était pas forcément simple entre la personnalité volcanique d'Henri Guénaud et par exemple la cellule diplomatique. Avec Henri Guénaud qui n'aimait pas qu'on corrige ses discours, qui les rendait au dernier moment du coup pour qu'on puisse le moins possible les corriger. Et la cellule diplomatique qui, sur les discours internationaux, voulait forcément avoir la main, surtout après, par exemple, le discours de Dakar en 2007, qui n'avait pas plu du tout à la cellule diplomatique. Oui, les Africains ne sont pas encore entrés dans l'histoire. Enfin, l'Africain n'est pas encore entré dans l'histoire. Voilà. Du coup, après ce discours, la cellule diplomatique avait cherché à reprendre la main sur les discours internationaux. Henri Guénaud, même, il arrive dans l'entourage de Nicolas Sarkozy pendant la campagne pour un discours sur la mondialisation. Le discours de Saint-Étienne. Et c'est un discours où dès son premier discours, il y a un premier clash, entre guillemets, puisque sur la mondialisation, Henri Guénaud n'a pas les mêmes idées qu'un Claude Guéant. Donc le discours est réécrit dans son dos, par Claude Guéant et même des personnalités y participent comme Michel Pébreau, qui n'ont pas du tout les mêmes opinions qu'Henri Guénaud. Et donc à ce moment-là, déjà Henri Guénaud menace de partir de l'équipe de Nicolas Sarkozy, alors qu'il est à peine arrivé. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de caractère incroyable. On va continuer quand même ce passionnant inventaire des plumes du pouvoir et avec les auditeurs de Sud Radio. Mais oui, les auditeurs, parce que c'est à vous de réagir maintenant aux
0826 300 300. Vous pouvez aussi revenir sur tous les autres sujets qu'on a abordés aujourd'hui, notamment ces tribunaux qui annulent les décisions des préfets sur le port obligatoire du masque, car la proportionnalité n'est pas respectée. Et puis ce gouvernement qui tente d'instaurer le vote par anticipation pour l'élection présidentielle, et cela par un simple amendement. Ça pose des problèmes démocratiques, en tout cas c'est ce que nous a dit Alain Houpert, sénateur LR de la Côte d'Or. Alors vous réagissez à tout cela et évidemment à notre invité Mickaël Moreau et son livre Les plumes du pouvoir. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états. Alors ça c'est sûr, André Berkhoff, lui, il est dans tous ses états, mais vous aussi, et vous nous appelez au 0826 300 300. Allez, Perpignan, on va à Perpignan, on donne la parole à Herriot. Bonjour Herriot. Oui, bonjour du Sud, il fait super soleil. Vénard, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, Herriot. Déjeuner sur la terrasse ce midi. Ah bah bravo. En t-shirt, bien sûr. Non, pas encore. D'accord. Oui, Herriot, on vous écoute. Alors, je souhaite intervenir sur plusieurs points par rapport à votre invité. Je pense que les plumes actuelles, ça ne doit pas être évident de vouloir faire passer la dictature progressive par petites touches dans les discours. On le voit encore aujourd'hui avec le vote électronique qu'ils veulent nous imposer. Concernant les décisions préfectorales, le gouvernement a décidé de prolonger donc l'état d'urgence jusqu'au 1er juin de mémoire. Prolongé jusqu'en décembre 2021, mon cher Rio. Oui, mais bon, avec une petite touche, avec un intermédiaire au 1er juin, je crois. Oui, mais enfin, à mon avis... Théoriquement, c'est jusqu'au 31 décembre, oui. Voilà, c'est toujours le plus si affinité. Oui. Mais bon, c'est ce que je disais, la petite plume, c'est par petite touche. C'est par petite touche, absolument. Donc nous, on a un préfet qui a été nommé au 1er juillet, au 31 juillet, je crois, suite à l'élection de M. Alliot-Marie à la mairie de Perpignan. Ah, M. Alliot, oui. Pas Marie. Dès qu'il fait un pas de travers, automatiquement, le préfet se réveille. Donc là, il y a une décision d'État qui a été prise hier pour le 1er juin. Donc le préfet a fait un arrêté hier, nous obligeant le port du masque pour toutes les communes de plus de 1000 habitants. Voilà, quel que soit. Donc je sors le chien à 22h, je dois porter le masque ou aller à la plage. Il n'y a pas un chat sur la plage, mais porte du masque obligatoire. Vous êtes où? Vous êtes, Herriot, vous êtes dans le Var? Non, vous êtes... Non, moi je suis Perpignan, pour Perpignan, pardon. Oui, absolument, pour donc voilà, j'ai 800 mètres à faire, je suis à la plage, donc... Et on vous oblige à mettre le masque, oui, d'accord. À partir d'aujourd'hui, oui, mais bon, comme il y a des arrêts du Conseil d'État, par exemple de Strasbourg, qui avait annulé parce que le port du masque devait être obligatoire dans les endroits où vraiment c'est nécessaire, les marchés. Le principe de proportionnalité, heureusement, existe. Voilà, donc là, c'est encore une décision où il va falloir attaquer, où ils vont verbaliser, et puis c'est tout. Et concernant monsieur Jean-Marie Bigard, qui disait qu'un médecin avait soigné avec différents médicaments. Moi, j'ai un médecin en Moselle qui a soigné 1200 personnes avec différents traitements en fonction de la maladie du Covid. Il n'y a eu aucune hospitalisation, aucun décès. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous receviez le président de l'Ordre des médecins national et puis qui nous explique pourquoi il harcèle autant les médecins généralistes qui veulent soigner, qui veulent faire leur travail en bons professionnels. Donc je pense qu'il faut arrêter aussi d'harceler ces médecins-là. Bonne idée. Nous allons lancer une invitation au président de l'Ordre des médecins. Surtout que la Cour des comptes les a repris. Alors avant de vouloir s'occuper de gérer les médecins, il ferait bien de régler leurs comptes. On vous tient au courant. Pas de souci. Bonne journée. Au revoir. Clémence. Merci beaucoup Herriot. Et on va donner la parole à Yves. Bonjour Yves, qui nous appelle de Sombre. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur l'intervention du sénateur Hooper, sur ce décret, c'est pas un décret, cet amendement surréaliste et qui nous a parfaitement commenté, et peut-être prolonger un peu pour situer tout ça dans le sillage du scrutin nord-américain. On sait très bien que les modes, on savait très bien que les modes mettaient 20 ans pour venir des États-Unis vers le vieux continent. Quelquefois, c'est des bonnes modes, il fallait les prendre d'ailleurs. Attention, vous n'avez pas un Larsen, pardon. Ou le Yves. vent, peut-être. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que vous êtes dehors parce que... Non, c'est le vent. Je suis en plein dans la nature. Là. Je suis en France profonde, là. Attention. D'accord. Non, mais tant mieux. On ne connaît plus ça, nous, le vent. Dans la ville. Face à un paysage pyrénéen
Pyrénéen splendide. Voilà, magnifique. Ben, bravo. Bravo. Alors, oui, continuez. Donc, vous disiez justement par rapport à... Bon, les modes. Alors maintenant, c'est plus 20 ans que ça se met en 6 mois maintenant pour venir des États-Unis. Ouais. Et puis, il y a des choses qu'il faut prendre aux États-Unis, puis il y a des choses qu'il faut surtout ne pas prendre. Or, j'ai l'impression qu'on est en train de prendre le pire en ce moment. Hein. Bon, on va pas revenir un peu sur l'escroquerie du scrutin électoral américain. Évitons de reproduire les mêmes escroqueries en France, tout simplement. Et puisqu'on est sur les importations un petit peu qui nous viennent des États-Unis, rebondissons également sur cette révision bioéthique qui nous est très fortement inspiré également par les campus nord-américains et sur lequel il faudrait peut-être réfléchir un peu plus parce que je crois que tout le monde l'a oublié. Voilà. Oui, on en a beaucoup parlé hier et avant-hier avec des universitaires qui parlaient justement, qui ont fondé un organisme justement pour protester contre cette cancel culture qui est plutôt un cancer culture et sur justement le côté racisé partout. On en a bien parlé. Mais on est bien d'accord. La révision bioéthique, il va peut-être falloir y revenir parce que ça va revenir à l'Assemblée nationale. Voilà. Bien sûr. Merci Yves. C'est bien noté. Merci pour la notification Yves. Et puis on va aller au Pays Basque. Tiens, je donne la parole à Florence. Bonjour Florence. Oui, bonjour Florence. Oui, bonjour Clémence. Bonjour Monsieur Berkoff. On vous écoute Florence. Oui, très bien, on vous écoute. Parce que moi aussi j'ai du vent chez moi. Non, il n'y a pas de problème là, on vous écoute bien, on vous entend bien. Je vous appelle par rapport à Dominion, par correspondance. Vous aviez fait une émission par rapport aux fraudes aux États-Unis. Oui. Et là, j'ai peur, quoi. J'espère que on va tous se rebeller parce que c'est un scandale je pense qu'il y a vraiment eu des fraudes. Bon, si ça nous tombe dessus, c'est un scandale parce que ce gouvernement il fait n'importe quoi depuis 2 ans. Et là, on peut dire qu'on est en dictature, quoi. Je pense, il faut que les gens s'insurgent. C'est pas possible, quoi. Disons qu'on n'est pas encore en dictature puisque vous pouvez parler et nous aussi. Mais il faut être vigilant. Il faut toujours être très très vigilant, hein, bien sûr. Mais c'est ça. Mais moi, Monsieur Berkoff, moi je me sens en dictature là avec toutes ces bêtises. Ouais. Et je voulais dire aussi pour Monsieur Bigard, je voulais lui faire un big stand-up parce que c'est le seul qui parle de tous les artistes. C'est le seul qui se bouge, quoi. Ouais. On dirait que les artistes, ils en ont rien à foutre, ils prennent le pognon, ils sont là, ils parlent à la télé pour toujours les mêmes choses. Mais la France, ça devient du grand n'importe quoi. Après, c'est ma parole. Hein. Non, mais votre parole, elle vaut toutes les autres. Il n'y a pas d'hierarchie là-dessus et il n'y a pas de problème. Merci Florence. Merci beaucoup Florence. Et on va dans le Val d'Oise, on donne la parole à Luc Éric. Bonjour Luc Éric. Oui, bonjour Clément, bonjour André. Voilà Luc Éric. Donc avec André, on s'est déjà croisés sur le plateau de Sud. Voilà, j'aimerais réagir par rapport à M. Moreau, justement, et à la monarchisation du pouvoir. Moi, j'aurais une petite suggestion à faire. C'est qu'aujourd'hui, on élit un président qui est effectivement omniprésent, et ça ressemble un petit peu à ce qui se passe aux États-Unis. Donc pourquoi pas, mais il faudrait plus à ce moment-là qu'il y ait un Premier ministre qui sert de fusible. C'est-à-dire, soit on a un président qui est complètement responsable de sa politique, des décisions qui sont prises, et qui est soumis au vote, comme aujourd'hui ça se passe, qui est un vote démocratique et qui peut être sanctionné si la politique n'est pas bonne, ou alors, si effectivement on veut garder un président en fonction de la Constitution telle qu'elle le prévoit, c'est pourquoi pas s'orienter vers un président comme on trouve en Israël, ou en Allemagne, ou dans certains autres pays, où on a un Premier ministre qui est élu avec une véritable responsabilité en termes de direction de pays, qui engage son gouvernement, voilà, et qui permettrait d'avoir une certaine clarification au niveau des idées qui sont défendues, au niveau de la politique qui sera mise en place, pour que les Français puissent voter en leur âme et conscience. Aujourd'hui, on a beaucoup trop tendance. Voilà, on a beaucoup trop tendance à voter avec un président qui choisit son Premier ministre et qui vont choisir entre eux leurs copains pour être des ministres ou des secrétaires d'État. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme pour les maires où on vote pour une équipe, ou les présidents de région qui ont une liste avec l'ensemble des candidats qui viennent? Ça permettrait aussi d'avoir pour les Français l'ensemble de la visibilité de qui va diriger le pays et pour qui on vote. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un brouillard total, où on vote pour un individu qui après va mettre à des postes clés ses petits copains.
Écoutez, c'est une question qui est effectivement posée. Elle n'est pas nouvelle, mais elle est posée de façon très aiguë. Mickaël Moreau, là, je parle aux journalistes et aussi l'analyste que vous êtes. Est-ce que effectivement cette présidentialisation qui est dénoncée là, effectivement à outrance, est-ce que ça se voit par les mots? Oui, c'est ça. Est-ce que ça se voit par justement ce discours, ces mots, le jeu, etc., etc. Oui, on a beaucoup parlé du nombre, donc ça reflète bien la présidentialisation depuis notamment l'instauration du quinquennat. Après, c'est une parole qui, quand on parle beaucoup aujourd'hui de la présidentialisation, par exemple dans la décision de la crise sanitaire, moi j'avais regardé toutes les allocutions, comment elles avaient été fabriquées justement, j'analyse surtout la parole dans le livre, la fabrique des discours, comment ont été fabriquées les différentes allocutions du président de la République qui font les annonces sur le confinement. Ouais. Et il se trouve qu'il y a aussi il y a eu aussi, mais le contexte est particulier, une attente parfois sur ce genre de parole qui peut être assez surprenante, c'est-à-dire que les allocutions télévisées d'Emmanuel Macron, elles ont fait des audiences très très fortes. Cette année, ça a été une année d'audience très forte. Même ce qui était très surprenant, l'allocution télévisée sur Valéry Giscard d'Estaing fait plus d'audience que celle autour de Jacques Chirac. Donc il y a une sorte de sanctuarisation toujours de la parole présidentielle, étrangement. Mais justement, et ça rejoint ce que a dit notre auditeur. Est-ce qu'il n'y a pas... Le problème, c'est qu'il n'y a plus que cette parole qui est entendue. Le problème, c'est que même Castex et compagnie, mais c'était vrai pour d'autres, la seule parole, les Français ont senti, à tort raison, mais à mon avis assez à raison, que le seul qui décide, c'est le président de la République. Donc on attend la parole du président de la République, qui d'ailleurs parle beaucoup. Emmanuel Macron, il est présent quand même. Il fait ce choix. Je veux dire qu'il est pratiquement hebdomadairement, il parle, ou presque. Enfin, donc, que ce soit pour tel ou tel discours aux Français, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, est-ce qu'il y avait déjà avant cette espèce de sanctification, non pas de sanctuarisation, de sanctification de la parole présidentielle? On attendait tout de l'homme au sommet, c'est lui, exécutif, législatif, judiciaire, enfin j'exagère mais à peine, on attend tout de lui. Ça dépend vraiment des présidents de la République, parce que par exemple François Hollande, après les attentats de Charlie Hebdo, c'est Manuel Valls qui prend la parole à l'Assemblée. François Hollande prend la parole plus tard, après le Bataclan, avec la cérémonie aux Invalides et puis le Congrès. Donc ça dépend des présidents. Nicolas Sarkozy, lui, faisait le choix de parler lui-même, de laisser beaucoup moins de marge de manœuvre à François Fillon. François Fillon, il parlait surtout pour ses discours de politique générale, et même à ce moment-là, il avait peu de marge de manœuvre. Le discours est forcément relu. Laisser parler sur Manuel Valls, par exemple, et autres. Oui, ça dépend aussi de la personnalité des présidents de la République. Bien sûr. Et des périodes. On se retrouve tout de suite après ceci. Et n'oubliez pas le numéro de téléphone 0826 300 300. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on continue la conversation sur ces plumes du pouvoir, ces personnalités qui sont derrière les discours des présidents de la République. C'est le livre de Mickaël Moreau, je rappelle, aux éditions Plomb. Et vous êtes nombreux aussi à nous appeler au 0826 300 300. Tout de suite la parole à Angèle qui nous appelle de Marseille. Bonjour Angèle. Oui. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour Angèle. Bonjour toute l'équipe que j'apprécie. Voilà, je voulais vous appeler pour deux choses. Oui. Parce qu'en fait, je veux dire, l'état dans lequel se trouve la France aujourd'hui, quand même, tourne tout autour du gouvernement français, mais aussi autour de l'Europe. Donc tout se tient quelque part. J'ai regardé une vidéo faite, une interview de Gaël Giraud, que vous devez connaître. Oui. Et dans laquelle j'ai appris, entre autres, que des pères de famille grecs, j'étais très choquée, des pères de famille grecs, donc à vérifier, je sais pas, s'étaient inoculés le sida pour bénéficier de l'allocation SIDA en Grèce. Écoutez, ça, franchement, moi, tant que c'est pas vérifié, il faudrait être sûr. Donc, on peut pas se prononcer là-dessus. Vous savez, quand j'entends quelque chose comme ça, c'est peut-être vrai. Je dis pas que c'est pas vrai, mais il faut toujours vérifier ces assertions. Mais voilà, après. D'accord. Bon, moi, j'emploie le conditionnel. Et vous avez raison. Voilà. Absolument. Par contre, je voulais signaler aussi, puisque vous l'avez reçu à plusieurs reprises, Martine Vonner, que dans la
Provence du 15 février. Oui. Il y a eu un gros dossier sur les escrocs du Covid. Je vous lis simplement ce qu'a écrit un journaliste qui n'a pas mis son nom. Ouais. Intéressant, oui. Le collectif Santé Libre affirme regrouper plus de 2000 médecins, dont la députée anti-masque Martine Vonner, porte-étendard de la mouvance conspirationniste. Oui, ça c'est écouté. Voilà. D'abord, ce n'est pas 2000 médecins, parce qu'effectivement, j'ai reçu Violaine Guérin, j'ai reçu Martine Vonner et beaucoup d'autres. C'est 30 000 médecins et 300 000 personnes de la société civile qui sont avec eux, et c'est 30 000 médecins. Voilà. Alors, vous savez, les adjectifs n'engagent que ceux qui les disent, et aujourd'hui, faute de vraiment discuter au fond, on colle une étiquette qui ne veut strictement rien dire. C'est ce que je voulais dire, en fait, quand il n'y a pas les arguments qui tiennent, ben voilà. Et ben il reste plus que entre guillemets l'insulte, hein, voilà, la dégradation de la personne, voilà, et je trouve qu'on retrouve ça, bon, ça c'est pour Martine Vonner, mais on retrouve, en fait, on est rentré dans un système complètement binaire. Moi, je suis désolée, c'est comme ça que je le vis, hein. C'est-à-dire que si on n'est pas pour Macron, on est conspirationniste, on est. Oui, mais vous savez, c'est pas gênant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas gênant, mais si, puisque moi je trouve que c'est. On a connu, je finirai avec ça. Hein. Allez-y, Angèle. Je veux dire, la France, moi j'ai 62 ans. Hein. La France d'avant, donc j'ai toujours fait un peu de politique. Donc on avait un gouvernement d'une certaine couleur, et puis il y avait des gens qui étaient dans l'opposition. Mais on passait pas notre temps, les journalistes ne passaient pas leur temps à dire que les gens des partis d'opposition étaient des complotistes, étaient des conspirationnistes. C'était des mots qui ne venaient jamais. Ça, ce sont des mots qui sont utilisés depuis le début. Angèle, je vais vous dire, c'est vrai, mais il faut toujours prendre du recul. Je ne dis pas ça pour ne pas considérer. Rappelez-vous quand même, vous avez 62 ans, moi j'en ai un tout petit peu plus. Je vais vous dire, on se rappelle, mais c'était nos pères, ils nous racontaient, quand c'était l'URSS et la guerre froide. Pour la presse de gauche, et en tout cas communiste, si vous osiez dénoncer les camps de travail en URSS, vous étiez un hitléro-trotskiste. C'était ça, hein. Vous étiez non seulement un fasciste, etc. Vous savez, ça, c'est la paresse intellectuelle et la couenne, et je suis d'accord avec vous pour le dénoncer, pour tous ceux, encore une fois, et nous, on le fait, justement, on essaie d'avoir question à tout. Personne n'a réponse à tout. Donc, ce qu'on dit, si on n'a pas d'argument, on commence à qualifier, on met une étiquette, et on croit qu'on a réglé le problème. C'est une imbécilité totale. C'est ce qu'on appelle la politique de l'autruche, et c'est ce que Michel Audiard disait dans son immortel, et c'était, je crois, dans un taxi pour Tobruk. Non, pardon, c'est dans les Tontons Flingueurs où il disait les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà. Et d'ailleurs, Michel Audiard est quand même plus intéressant et plus pertinent dans ses paroles que sont les petits mots du président. Absolument. Et ça, je le dis. Ça dépend des présidents. Il y en a qui ont des bonnes choses. J'ai dit du président. Ah, du président, pardon. J'ai dit du président. Donc, voilà. Bon, merci beaucoup, Monsieur Bercoff. Merci à vous. Merci à vous. Bonne après-midi. Merci encore. Merci beaucoup, Angèle. Et direction Paris. On donne la parole à Eric. Bonjour, Eric. Bonjour, madame. Bonjour, Eric. Bonjour, André. Oui, je voudrais intervenir sur 2 points. Oui. Le premier, j'ai écouté votre invité, M. Moreau. Oui. Cela me donne envie d'acheter son livre. Oui, je vous vais pouvez. c'est pas une question, mais allez-y. C'est plutôt une analyse plutôt personnelle. Effectivement, quand on est la plume de quelqu'un, il faut d'abord, je crois, s'intéresser au contexte dans lequel on va écrire son discours, son intervention, etc. Bien sûr. Puis, naturellement, se mettre un peu dans la peau du personnage, c'est-à-dire bien connaître la personne pour qui on écrit. Et puis, je pense qu'aussi, il faut faire passer un peu ses propres jugements. Alors après, c'est un dosage très difficile. Et je comprends lorsque vous dites qu'il y a plusieurs équipes qui sont sur le même discours, ça ne me choque pas. Napoléon faisait pareil avec ça. Il envoyait plusieurs, donc je ne sais pas. C'est vrai. Voilà. Alors ensuite, je voulais intervenir sur un deuxième point.
puisque vous parlez de la présidentielle, enfin, ou du régime présidentiel actuel, bon, et notamment de la réforme du quinquennat et des législatives qui suivent. Moi, à titre personnel, alors c'est peut-être dû à mon âge ou non, enfin. Allez-y. Ce fut une erreur. Il faudrait mieux revenir sur le septennat en le limitant à 2 fois et avec des législatives entre deux pour assurer une respiration. Un équilibre. Voilà. Et quand je vois aujourd'hui que des candidats se proposent de faire un seul septennat non reconductible, ça je trouve que c'est une erreur parce que l'élu, sa fonction même de légitimité, c'est de repostuler à un mandat. Oui, c'est la durée. Encore que c'est le gros problème, parce que repostuler à un mandat, je vais vous dire, si moi, personnellement, je vous dirais que je suis pour un septennat non renouvelable, parce que non, je vous dis pourquoi, enfin, mais on va pas rentrer dans la discussion, je vous dis de mon avis personnel, hein. C'est que il ne faut pas qu'il ne pense qu'à sa réélection. Et c'est tout le problème. Et quand un homme politique ne pense qu'à ses réélections, il y a quand même quelque part des freins qui risquent de bouger. Mais je voudrais rebondir et poser à Mickaël Moreau la question. Vous avez dit quelque chose de très juste. Qu'est-ce que le ou les plumes du pouvoir, forcément, mettent de personnalité, de leur personnalité, dans le discours? Forcément, ils travaillent pour quelqu'un, ils savent qui c'est, ils connaissent le contexte, mais quand même, on est des hommes, on est des femmes, chacun met ce qu'il a dedans. Quel est le dosage? C'est une grande difficulté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... En fait, théoriquement, normalement, on se met dans la tête du président de la République, de l'orateur. On doit écrire comme lui et comme l'orateur pense. Après, par exemple, un Henri Guénaud a aussi des idées politiques. Donc là, même si Henri Guénaud a toujours dit qu'il n'a dit que des choses que pensait le président, mais que lui-même pensait. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pu écrire autre chose que ce qu'il ne pensait pas. Il n'a pas écrit des choses en contradiction avec ses propres idées. C'est ce qu'il dit, oui. Mais c'est une difficulté. Christine Albanel est plus à droite finalement que l'était Jacques Chirac. Elle voulait faire des discours, elle voulait le pousser à faire des discours contre les 35 heures par exemple. Et Jacques Chirac ne le souhaitait pas. Donc en général les plumes s'effacent finalement. En général. Mais est-ce qu'elle donne, alors est-ce que vous avez des exemples justement, est-ce qu'elle donne des idées aussi au président? Parce que souvent il peut arriver que le président, quel qu'il soit, lise un discours préparé en disant « Ah tiens, j'avais pas pensé à ça ». Ça arrive, ça arrive assez souvent qu'ils glissent des idées. Remarque, c'est ce qu'on leur demande aussi, quelquefois. Oui, bien sûr. Par exemple, quand Emmanuelle Mignon, qui était directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, qui écrivait beaucoup de discours, Mignon, oui. elle apportait aussi ses propres idées. Il y a beaucoup aussi de plumes du président qui ont en charge aussi des dossiers autour de la mémoire, et consultent les en fait. Les commémorations, les plumes aussi ont souvent une fonction de consulter, d'aller rencontrer des historiens, et du coup de récolter un certain nombre d'idées, de recommandations, et peuvent en tenir compte. Vous l'avez dit, je crois, qui était allé chercher chez les bouquinistes un livre. C'était François Sureau. Oui, alors... Pour Jean d'Ormesson. Oui, c'est ça, Jean d'Ormesson. Racontez. Non, non, c'était pas Jean d'Ormesson. C'était une femme qui était allée chercher un gros livre pour parler. On lui avait dit. C'était Sophie Boucher-Petersen. Voilà. François Sureau, lui, il avait eu l'idée du crayon, et le crayon a été acheté par la plume chez Giberjeune. Sur la tombe de Jean d'Ormesson. Voilà, exactement. Sophie Boucher-Petersen, c'était l'une des plumes de François Mitterrand à la fin des années 80. Et elle avait un discours qui était très important, qui était le discours sur Jean Monnet le fondateur de l'Europe. Voilà, en 1988, qui est panthéonisé. Et le discours ne plaît pas du tout au président, mais le président le dit le matin même. Puisque le discours qu'elle avait préparé avec le spécialiste aussi Europe de l'Élysée était un discours autour de Jean Monnet, l'Européen. Et pensant que c'était ce que voulait François Mitterrand. Et en fait, François Mitterrand, pas du tout. Convoque Sophie Boucher-Petersen dans son bureau et dit « Moi, je veux parler de la Charente, du cognac,
cognac, de ce qui... La Charente qui a rapproché d'ailleurs Jean Monnet et François Mitterrand. Et du coup, en panique, Sophie Boucher-Petersen va trouver dans une librairie d'art, place Beauvau, un énorme livre sur le cognac. C'était sur le cognac. Et pour essayer de voir comment filer des métaphores, pour essayer... Et elle n'avait que quelques heures pour tout réécrire un discours qui était lu devant un parterre de chefs d'État. Donc avec une pression immense. Énorme, oui. Non, mais ça, c'est formidable. J'ai juste une question, moi aussi, à vous ajouter, Mickaël Moreau. Est-ce que dans le feu de l'action, il peut arriver qu'un président sorte du discours écrit, justement, et prévu ? Oui, il y a des présidents qui improvisent plus que d'autres. Emmanuel Macron, par exemple, improvise beaucoup, puisque même son ancienne plume, Sylvain Faure, dit qu'il lui rendait à chaque fois 45 minutes de discours et qu'au final, ça arrivait, le discours fait au final 1h30. Ouais. Donc il y a de l'improvisation. Ce qui peut être parfois dangereux de sortir de son texte et d'improviser. La phrase d'Emmanuel Macron sur les Gaulois réfractaires, elle n'était pas prévue, elle n'était pas écrite. Ça lui arrive assez souvent, ça, Emmanuel Macron, à partir comme ça. Ouais. Mais il y a des présidents qui ne font pas du tout ça, qui lisent... Jacques Chirac, par exemple, lisait vraiment du mot à mot, avait beaucoup plus peur de sortir du texte et de s'en éloigner. De chacun, en fait. Oui. Tout à fait. Allez, la conversation continue avec André Berkoff, Mickaël Moreau et vous qui nous appelez toujours au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous parlons avec Mickaël Moreau comment les premiers des Français parlent au français, justement, depuis le général de Gaulle. Mickaël Moreau, les plumes du pouvoir, qu'est-ce qui a changé, si on avait à le dire, et toujours, hélas, en schématisant, mais on est obligé, tempo oblige, qu'est-ce qui a changé à autant des 400 chaînes de télévision, des 400 chaînes de radio et surtout de l'irruption massive des réseaux sociaux dans le discours présidentiel? Ça pose une question sur à quoi sert finalement un discours. Est-ce qu'un discours va pouvoir toujours avoir une telle importance? Moi, je pense que oui, parce que ça dépend du contexte et qu'il y a des moments où un discours ne peut pas se résumer à 140 signes. Après, François Hollande, par exemple, dans le livre, se pose vraiment la question de est-ce qu'on va retenir dans les futures années les discours d'Obama ou les tweets de Trump? Oui. Ça repose la question de la place, de l'importance du discours. François Hollande, lui, dit qu'il a essayé de résoudre le souci en essayant d'utiliser au plus le sens de la formule, mais ce qui ne suffit pas. Et lui avait le sens de la formule, d'ailleurs, c'est pas le cas de tout le monde. C'est clair. Clémence. Allez, on va faire un petit tour du côté de Marseille et donner la parole à Patrick. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Patrick. Bonjour. Je sais pas si je suis dans le sujet, mais moi je voulais parler de mon cas en particulier. Allez-y. C'est toujours le sujet. D'accord. Bon, déjà, merci de me donner la parole. Je suis prof de danse, moi, depuis 35 ans, sur Marseille. Oui. Et à ce jour où je vous parle, on parle beaucoup. Donc, je suis confiné. Notre école a été fermée le 17 mars. Oui. Dans un premier temps. Ensuite, on a repris en septembre 3 semaines. Et de nouveau, on est fermé depuis et on n'a pas d'horizon. Oui. Et depuis 35 ans que je travaille, donc la danse pour moi est vitale puisque c'est mon seul métier. J'ai 59 ans aujourd'hui. Oui. Pour trouver du travail, c'est très compliqué. Je n'ai pas de revenus. J'ai eu l'aide de l'État, 1500 € par mois pendant 2 mois. Là, depuis décembre, on n'a plus d'aide. On ne sait pas pourquoi, parce qu'ils ont rajouté soi-disant des filtres. Mais ah bon. Non mais attendez, surtout... oui, allez-y. Non, ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont tous dit que justement, mais pour tout le monde, on rajoutait de l'aide tant qu'il fallait, etc. Oui. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a interrompu votre aide? Alors, Monsieur Berkoff, entre les annonces gouvernementales et la réalité du terrain, il y a beaucoup de marge. Certes, beaucoup de marge. Donc, si vous voulez, pour revendiquer le but de mon appel, c'est que à ce jour, on a parlé beaucoup des restaurants, que tout le monde manquait aux restaurants, que les cinémas, les théâtres, les musées, et je n'ai jamais entendu parler de la danse. Sous aucun sujet, personne, aucun journaliste, ni à la télévision. Moi, j'ai des élèves qui ont aujourd'hui, donc depuis 35 ans, vous pensez bien que j'ai des élèves de tout âge,
J'ai des élèves qui ont 50, 60, 70 ans, puisque je fais une discipline à deux qui est considérée comme, on va pas dire danse de salon, pas du tout, puisque je fais du bebop marseillais. Et moi, tous mes élèves m'appellent tout le temps, c'est le social qui manque, c'est le contact, bien sûr. Et le puis contact, la musique, la vie sociale, et la musique. Et je me demande pourquoi la danse est à ce point mis de côté. Et je parle pour toutes les danses, pas pour ma danse en particulier, bien évidemment, mais pour toutes les danses. Pourquoi l'anecdote, c'est que si vous vous souvenez, en 2019, on avait parlé que la danse était quelque chose de très important pour certaines maladies et que les médecins devaient marquer dans leur prescription, le tango argentin pour les gens qui avaient, je crois, le Parkinson, etc. Que c'était même remboursé par la sécurité sociale. Et aujourd'hui, la danse a disparu totalement. Le social, et pourquoi je me pose la question. Vous avez raison de vous poser la question, bien sûr. Il n'y a pas de raison, enfin, il n'y a pas des arts mineurs et il n'y a pas des arts majeurs. Il n'y a aucune raison qu'un domaine reste, je veux dire, traité moins bien qu'un autre domaine, c'est évident. Cela dit, vous savez, pour la danse, et c'est vrai ce que vous dites, c'est partout, les salles de danse, les corps de ballet sont tous arrêtés, le spectacle est arrêté, mais vous savez, ça c'est encore un problème qui est posé. Moi je le dis, parce que je le dis depuis 6 mois, je voudrais savoir pourquoi dans les gares, les métros, les RER et les trains, on est extrêmement bourrés, et qu'on ne pourrait pas ouvrir des salles, on ne pourrait pas ouvrir, en tout cas avec tous les gestes barrières et toutes les précautions, un certain nombre de salles. C'est une question qui est posée, à laquelle pour le moment nous n'avons pas de réponse. Parce que vous savez, pour finir, M. Berkoff, quand j'ai repris en septembre, puisqu'on était en plein dans l'histoire du Covid, moi, mes élèves, parce qu'on a l'impression que les Français ne sont pas conscients, on a l'impression qu'on est assisté, etc. Mais je peux vous dire que c'est le contraire, les gens sont très conscients, ils sont très responsables. Nous mettions l'alcool pour se laver les mains, les gens, ils avaient tous les masques, on se mettait à distance, ils dansaient en couple, personne ne changeait de cavalière. Et ça se passait très bien, et voilà, et c'est incompréhensible. Mon intervention aujourd'hui, c'était simplement pour dire, il ne faut pas oublier les écoles de danse, parce que aussi ça existe, ça fait partie de la société. Nous sommes absolument d'accord, et vous avez très bien fait de le souligner, effectivement, et nous le transmettons bien sûr. Merci beaucoup. M. Berkoff. Merci. Je voudrais qu'on revienne justement à cette parole présidentielle avec Michael Moreau. Encore une fois, je vous dis, c'est un formidable livre de gastronomie. Je dis ça parce qu'il décrit la cuisine. C'est la cuisine du pouvoir, en fait, quelque part. En tout cas, une certaine cuisine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas le temps de tout raconter. Lisez le livre et vous avez vraiment beaucoup de détails. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ce qui n'a jamais disparu, on le voit, de Gaulle à Macron, et j'espère et qui ne disparaîtra jamais, c'est que tout le monde sait qu'à un moment donné, on peut avoir tous les réseaux sociaux, tous les GAFA, tout ce qu'on veut, mais un discours prononcé d'une certaine manière, c'est évident que c'est encore là, que ça soit d'ailleurs par le biais de la télévision ou autre, il y a quelque chose qui dit. Mais alors, est-ce que cette parole-là, la seule chose, Michael Moreau, très rapidement, est-ce que quand même il n'y a pas un début de dévaluation qui n'est pas dû à la personnalité de tel ou de tel, mais est-ce qu'il n'y a pas un début, je dirais, de banalisation même de cette parole présidentielle ? Parce qu'on parle plus et parce que il y a aussi effectivement les réseaux sociaux, de plus en plus les chaînes d'information en continu. Il y a de plus en plus de paroles, de demandes de paroles, qui fait qu'effectivement il y a ce risque de banalisation. Par exemple, Emmanuel Macron a essayé de tenter différentes choses pour que ce soit à la fois le grand discours très solennel, très avec l'image spectaculaire comme il a fait à ses débuts, puis après il a tenté plus les allocutions télévisées, d'autres formes de paroles de discours, notamment après les Gilets jaunes. Il a essayé de théoriser ça, comment changer la parole présidentielle, qui est un exercice, la réponse n'est pas forcément évidente à trouver. Oui. Et le problème aussi, c'est que vous l'avez dit, que ce soit les chaînes d'infos ou autres, et il y a le fait que justement pour alimenter la parole de tous les ministres, de tous les responsables syndicaux, de tous les responsables politiques, passe en boucle.
Et au bout d'un moment, incontestablement, ça fait une espèce de saturation, enfin j'imagine, chez le public, comme dans le public. Il y a la question de comment faire que toutes les paroles ne se trouvent pas au même niveau. D'où le fait que sur la crise sanitaire, par exemple, Emmanuel Macron a choisi, lui, de parler beaucoup et de laisser moins la parole à son Premier ministre et à son entourage, à essayer de limiter ça. En tout cas, Les Plumes du pouvoir, vraiment, lisez-le. Et c'est aux éditions Plomb, Les Plumes, justement, de Mickaël Moreau. Et puis, André Berkoff, on vous retrouve demain à midi avec notamment Hakim El Karoui, les militants du djihad. Il va nous parler de ça. Et puis, Sud Radio continue, évidemment, avec Brigitte Lahaye qui nous pose cette question. Le porno est-il le mode d'emploi de la sexualité? La réponse, notamment avec Samuel Comblé, psychologue. Voilà, vous pouvez là aussi réagir au 0826 300 300.